vous avez entendu, tout le monde est d'accord pour dire que le sport, c'est bien. Et personne n'en fait. On a beau dire, faire des pubs, etc., c'est bien, tout le monde sourit, et alors, etc. Et puis, les taux d'obésité augmentent régulièrement en France, quelles que soient les tranches d'âge. Donc, quand tout le monde fait quelque chose qu'en fait on ne devrait pas faire, c'est très bien pour les psychiatres, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché derrière. Et donc, je vous propose de réfléchir à ce qui peut être caché derrière, pourquoi on devrait faire du sport et pourquoi on n'en fait pas. Parce que le sport est l'absent de la médecine de l'adolescent, mais en fait, le sport est l'absent de la médecine en général. Comme ça a été dit et répété, le niveau de preuve de l'intérêt du sport en médecine est colossal. On ne peut plus rien dire là-dessus. Il y a même des revues Cochrane, il y a même des revues de revues Cochrane qui disent qu'on ne peut rien dire là-dessus. Alors, du coup, pourquoi? En général, quand ça ne marche pas à ce point, le problème, il est systémique. C'est-à-dire que ça vient de tout le monde, y compris de nous. De nous, en particulier, nous médecins, les médecins n'aiment pas le sport. Les médecins n'aiment pas le sport. Alors, après, il y a des médecins sportifs ou pas, c'est pas la question. Mais dans leur pratique, les médecins n'aiment pas le sport. Pourquoi? Prenez un patient qui a un diabète de type 2. Vous savez que le sport permet de faire régresser des diabètes de type 2. Mais oui, mais vous imaginez l'effet sur le narcissisme du médecin. Un patient qui a un diabète de type 2, vous allez marcher 1 heure par jour et vous allez voir, ça va guérir. Est-ce qu'il y a besoin de faire 10 ans d'études de médecine pour ça? Alors que si vous prescrivez des analogues du GLP-1 ou des inhibiteurs de SGLT2, là, d'abord personne ne comprend ce que ça veut dire, et puis les mécanismes d'action sont extraordinairement compliqués, et puis ça coûte cher, et puis donc là vous êtes un vrai médecin. Et donc vous comprenez, le médecin n'a aucun intérêt en termes de narcissisme à convaincre les gens de faire du sport. C'est chiant, les gens ne veulent pas, et en plus, c'est nul, quoi. C'est nul de prescrire ça. Alors en plus, c'est pas compatible avec les schémas de pensée du médecin. Il faut voir comment on forme un médecin. On le forme selon la pensée de Claude Bernard. J'ai compté, en gros, premier, second cycle d'études médicales, 600 heures de cours de biomachin, et entre 0 et 15 heures de cours de psychologie médicale. C'est la réalité. Et donc, le médecin est formé selon la pensée de Claude Bernard. C'est-à-dire, quand quelqu'un est malade, c'est qu'il a une maladie. Pour guérir le malade, je vais chercher la cause de la maladie et je vais agir sur la cause, comme ça je vais guérir le malade. Alors là, d'ailleurs, c'est compliqué parce qu'en fait, quand on cherche les causes des maladies, en réalité, c'est très compliqué. En fait, le mot cause est une espèce de truc absolument diabolique parce que, vous savez, il y a des milliers d'années de philosophes qui ont essayé de décider ce que ça voulait dire et ils n'y sont pas arrivés. En fait, c'est des conditions nécessaires à la maladie. C'est-à-dire que, vous voyez, typiquement, il y a une méningite à méningocoque. Alors nous, on dit que la cause, c'est le méningocoque. En fait, non, le méningocoque est une condition nécessaire à la méningite. Après, on peut avoir une vulnérabilité génétique aux maladies bactériennes, etc., qui sont aussi des causes. Mais ça, c'est en dehors de notre champ de vision parce qu'on ne peut rien y faire. Alors que le méningocoque, condition nécessaire, on peut le tuer et on va guérir le patient. Et ça marche. Ça marche pour les maladies aiguës. Pour les maladies aiguës, un arrêt cardiaque, on prend un électrochoc, on déchoque, et puis le patient, il repart. Donc pour les maladies aiguës, le schéma de pensée de Claude Bernard, il marche. Et du coup, la médecine s'est calée dessus. La médecine avec les médicaments, puisque les médicaments, on les fabrique, surtout aujourd'hui avec les biothérapies, on les fabrique pour agir sur des causes. La chirurgie, le chirurgien a une appendicite, il fait une appendicectomie. Et puis les dispositifs médicaux, vous avez un trouble du rythme, on met un pacemaker. Vous voyez, on est conditionné pour faire ça. Le problème, c'est qu'avec les maladies chroniques, c'est plus du tout pareil. Quelle est la cause de l'obésité? C'est horriblement compliqué. C'est horriblement compliqué. Et donc le médecin est un peu perdu. Et
A contrario, ou alors en parallèle, eh bien, ben, le sport, comment ça marche? Ça agit sur quelle cause? Pourquoi le sport, ça fait du bien? Alors, il y a des papiers hein, sur la physiologie du sport, mais ça agit sur tout. Système métabolique, endocrinien, cardiovasculaire, et même la sérotonine, etc. Enfin, ça marche sur tout. Et donc, du coup, ben, le médecin, il perd complètement ses repères. D'habitude, il a fait un diagnostic, il a compris la cause et il prescrit quelque chose pour agir sur la cause. Et là, il va prescrire du sport, mais pourquoi? Pourquoi je vais prescrire du sport? Ça répond à quelle question? Alors ça, c'est le premier point. Vous voyez, contrairement à ce qu'on pense, eh ben, les médecins n'aiment pas le sport. Deuxième point, ben, vous savez qu'en médecine, pour qu'un soin marche, il faut qu'il y ait un lobby qui va gagner de l'argent avec. Voilà, c'est juste la réalité. Ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas de lobby du sport dans le domaine de la santé. Vous voyez, les ostéopathes, par exemple, ben, il y a un lobby. Il y a un lobby et il y a des complémentaires qui remboursent l'ostéopathie maintenant. Et le système du sport, ben, il est en dehors du système de soins. L'Olympique Lyonnais, alors je sais bien qu'il y a une fondation, ils sont copains avec les hôpitaux et les hospices civils de Lyon. Enfin, c'est pas leur job, quoi. Il faut autre chose. Et donc, du coup, sans argent, sans pression de l'argent, eh ben, pour les autorités de santé, c'est difficile de dire ah oui, c'est bien, parce que ça reste une abstraction. Ah oui, il faudrait faire du sport, d'accord, c'est bien, c'est vrai, c'est cool. Mais bon, s'il n'y a pas quelqu'un qui me titille sans arrêt pour le faire, ben, je vais laisser tomber. Et puis, donc ça, c'est le deuxième point systémique. Le troisième point systémique, ben, c'est que bien sûr, les gens, nous tous, et nos patients, ben, ils n'aiment pas le sport non plus. Hein? Vous le savez bien, vous dites à votre patient diabétique de type 2, ah ben, il faudrait faire du sport, vous savez que 9 fois sur 10, ils ne vont pas le faire. Hein? D'autant plus que vous n'imitez pas du vôtre. Alors, pourquoi les gens n'aiment pas le sport? Parce que déjà, derrière la question du sport, il y a la question du corps. Alors, comme on est dans un congrès à vocation médicale, si je vous dis corps, vous pensez tout de suite, ah ben alors, les os, les poumons, le foie, le cœur, etc., etc. Non, 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 non. Dans la vie, le corps, c'est pas ça. Dans la vie, le corps, c'est ce que vous sentez de vous-même, ce que vous touchez de vous-même, ce que vous touchez des gens qui vous sont très proches, quand vous touchez leur peau, de la transpiration du corps, de l'odeur du corps. Et ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose avec laquelle on n'est pas forcément à l'aise. Hein. C'est un secret pour personne. Hein. Dans nos sociétés, on n'est pas tellement à l'aise avec notre corps. Et quand on fait du sport, eh ben, on montre notre corps et on le montre en action. On le sent. On jouit même de notre corps quand on fait du sport. Je vous promets que quand on termine un marathon, on est proche de l'orgasme. C'est pas des blagues. Hein. C'est pas des blagues. Et puis on transpire, et c'est vrai que ben, quand on fait du sport, on sent pas bon. Et ben, certains ont une inhibition profonde comme ça, à exhiber leur corps, à le sentir et à en ressentir des émotions, à réaliser qu'on est des animaux en fait. Hein. Quand on fait du sport, on est un animal. On est un animal, et d'ailleurs vous savez qu'il y a un lieu commun qui consiste à considérer que les sportifs sont des demeurés. Hein? D'ailleurs, c'est genré. C'est-à-dire, le sportif est un demeuré, la sportive, c'est pas pareil. C'est très intéressant. Je ne vous dirai pas comment on considère les sportifs, parce que, bon, vous savez qu'aujourd'hui, quand les hommes parlent des femmes, c'est un peu compliqué, mais c'est genré. En tout cas, on considère implicitement que quand on fait du sport, on ne pense pas. Ce qui est faux, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de spiritualité dans le sport. On parlait du marathon. Le marathon est une grande épreuve de spiritualité, de rencontre avec soi-même. L'ultra-trail encore plus. C'est une évidence. C'est une évidence, mais il faut être honnête. Beaucoup d'entre vous êtes parents. Ben, si vos enfants, adolescents, tout d'un coup sont pris de passion pour les mathématiques, la littérature ou l'histoire et qui font ça 10 à 15 heures par semaine, vous allez être ravis.
Si vos mêmes enfants vous disent que bah, finalement ils ont envie de tout arrêter pour faire de la gymnastique ou du football, vous allez être moins ravis. Vous voyez, on est content quand ils font du sport, mais un peu. Hein, un peu. Beaucoup, faut pas exagérer. On voit bien où sont les priorités. Même si on dit que c'est très bien de faire du sport et très bien pour les enfants, un peu ça suffit. Hein, un peu ça suffit. D'autant plus que c'est curieux, mais il y a une espèce de schéma de pensée bizarre qui consiste à considérer que quelqu'un, quand il fait travailler son corps, eh ben forcément, il ne fait pas travailler son esprit. Vous voyez qu'il y a des vases communicants. On ne peut pas être très fort physiquement et très intelligent. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je pense qu'il y a des stéréotypes racistes qui reposent là-dessus. On pense qu'il y a des races qui sont très sportives et donc, du coup, qui sont plus faibles intellectuellement. Vous voyez, c'est une idée reçue. Et donc, du coup, attention au sport. Attention au sport, c'est que peut-être que si on en fait beaucoup, on va devenir un peu nunuche. Alors, à contrario, on voit des réactions, c'est-à-dire on voit, il y a un succès pour des activités physiques. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la littérature scientifique s'intéresse plus aux activités physiques qu'au sport. Il y a des activités physiques qui ont un vrai succès maintenant parce qu'elles mettent en avant la spiritualité, comme le tai chi par exemple. Le tai chi, qui n'est pas un sport. De mon point de vue, ce n'est pas un sport, c'est autre chose. C'est une activité physique avec de la spiritualité, et là vous avez plein de gens qui détestent le sport et qui vont faire du tai chi. Vous voyez, parce qu'en fait, la représentation qu'on en a n'est pas la même. Alors, il faut être honnête aussi, beaucoup de gens n'aiment pas le sport parce que le sport véhicule une idée de compétition. Alors vous me direz, ah mais non, on peut faire du sport sans compétition, taratata, si vous regardez la télévision, le sport à la télévision, c'est de la compétition. Alors vous me direz, oui, mais on peut faire de la marche nordique, c'est cool. Ben ouais, mais dites à un adolescent, tu vas aller faire de la marche nordique, c'est pas ça qu'il va retenir. Et puis alors il y a un phénomène très particulier. Aujourd'hui il y a des anti-vax, hein, mais il y a des anti-sports. Il y a des gens qui détestent le sport. Et en fait, je pense qu'on peut appeler ça, on a un mot en psychiatrie, c'est le mot formation réactionnelle. Vous savez, c'est quand vous ne devriez pas faire quelque chose ou vous devriez faire quelque chose, mais qu'en fait, ça résonne dans votre inconscient avec quelque chose qui fait que ce n'est pas possible, et du coup, vous allez faire exactement l'opposé. Vous voyez, par exemple, les gens qui sont fascinés par la saleté, voilà, qui aimeraient patauger dans la boue, etc., et c'est impossible parce que c'est pas bien, et du coup, ils vont être super propres toute leur vie, ils vont se laver sans arrêt, etc., etc. On dit que c'est une formation réactionnelle. Eh bien, il y a des gens, et d'ailleurs, peut-être que vous le ressentez, vous savez, quand on vous dit sans arrêt, faites du sport, c'est bien, faites du sport, c'est bien, faites du sport, c'est bien, à la fin, vous dites, non mais fuck, j'en ai marre de ton truc, du coup, je vais fumer, je vais boire, je vais manger, je vais regarder la télé, et comme ça, je t'aurai. Vous voyez? Et on sent bien que quand on réagit comme ça, c'est pas bien du tout, mais quand on réagit comme ça, c'est bien que, vous voyez, on est un petit enfant et les enfants, ben, par moments, ils agissent à contrario de ce que leur demandent leurs parents. Hein, et qu'on a beau avoir 20, 30, 40, 50 ans de plus, eh ben, on fait toujours pareil. Donc vous voyez, ben, il y a plein de raisons qui font que le sport, ça ne marche pas. Le sport, ça ne marche pas. Alors ça, c'était le premier volet de ma présentation. Alors maintenant, j'arrive au deuxième volet, ben, les adolescents. Alors, vous êtes des spécialistes de l'adolescence, donc forcément, vous savez ce que c'est qu'un adolescent, mieux que moi, mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer de définir ce que c'est que l'adolescence. Et si je fais ça, c'est que vous savez très bien qu'en fait, c'est très compliqué de définir l'adolescence. Et du coup, ça participe au questionnement. C'est que si on ne sait pas de quoi on parle, bah, c'est difficile de travailler avec. Parce qu'il y a des définitions de l'adolescence, hein, mais qui sont bébêtes, quoi. Phénomènes psychologiques, sociologiques liés à des transformations biologiques et taratata. Enfin, ça explique jamais, par exemple, pourquoi on sort de l'adolescence. Quelle est la définition de la fin de l'adolescence? Alors,
on va revenir en arrière parce que c'est développemental, forcément, l'adolescence, et donc on va prendre le petit humain dès le début, et parce que vous allez voir qu'en fait, il y a une logique tout au cours du développement du petit humain qui va se terminer par l'adolescence, et tout ça fait sens. Alors, à l'origine, vous connaissez sûrement le concept de néothénie, qui est discuté par les scientifiques, mais quand même qui a un vrai succès. Le concept de néothénie, chez l'humain en particulier, c'est de dire que le petit humain naît prématuré. Alors, là aussi, vous savez, il y a des gens qui disent que la durée de gestation de la femme ne devrait pas être de 9 mois, mais de 19, 20 mois. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, parce que la durée de gestation du gorille, du chimpanzé ou de l'orang-outan est à peu près de 9 mois, un petit peu moins. Et donc, du coup, c'est assez logique, finalement, que la durée de gestation de l'humain soit de 9 mois. Mais, à l'évidence, le petit humain naît beaucoup plus immature que la plupart des bébés, des nouveau-nés primates. C'est une évidence. Alors, il y a une explication à ça. Les gens disent que, comme nous tenons debout, le détroit inférieur du bassin des femmes est plus étroit. Parce que comme on est debout, on ne peut pas avoir un orifice en bas du bassin parce que sinon les organes vont descendre, alors que quand on est plus penché en avant, le problème ne se pose pas. Donc le détroit du bassin des femmes est plus étroit, et donc ça pose un problème sur le diamètre du crâne du bébé qui va naître. Or, ce qu'il y a dans notre crâne, chez les humains, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, du coup, en fait, le nouveau-né humain sortirait avant terme pour que son cerveau puisse continuer à se développer après. Et puis, en plus, vous savez qu'au moment où il passe dans le bassin, il y a des fontanelles et tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc traumatique, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, les scientifiques qui travaillent sur la néothénie disent que, du coup, eh bien, comme le petit humain est né prématuré, les interactions qu'il a avec ses parents pendant les premiers mois de vie deviennent extraordinairement importantes du fait de son immaturité. Et c'est vrai que les traumatismes pendant les premiers mois de vie vont avoir un impact dramatique sur l'avenir de l'enfant. Ça, il y a plein de données qui sont là-dessus. À contrario, un attachement sécure, etc., c'est très bon pour l'avenir de l'enfant. Donc ça, c'est la naissance et les premiers mois de développement. Alors après, chez l'humain, il y a un truc très particulier qui, a priori, est unique, qui s'appelle la phase de latence. C'est-à-dire que entre le moment où il y a la puberté et le moment où l'enfant commence à marcher et à être un peu autonome, il se passe 5 ou 6 ans, l'école primaire, quoi, en gros. Alors que chez le gorille, par exemple, la maturité sexuelle est à 6-7 ans. Alors qu'on est proche, en fait. Et la maturité sexuelle chez l'humain n'est pas du tout à 6-7 ans. Et la femelle gorille a ses premiers petits vers 10 ans. Donc il y a une petite fenêtre entre la maturité sexuelle et l'âge de la reproduction chez les primates. Alors on pourrait être tenté de dire que c'est l'adolescence, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Chez les humains, on a un mot pour ça, c'est le fait, vous savez, on peut être pubère, l'accès à la fonction de reproduction, mais on est nubile. Nubile, ça veut dire que la société considère que vous pouvez vous marier. Et il y a un écart, il y a une différence entre la puberté et la nubilité. C'est que, en fait, socialement, c'est comme ça, les sociétés considèrent qu'un jeune qui vient d'accéder à la fonction de reproduction, c'est pas pour autant qu'il peut la mettre en œuvre. Et il semble que chez les primates, ça soit la même chose. Sauf que, donc vous avez vu, la fenêtre entre la puberté et la nubilité chez les primates, elle est beaucoup plus étroite que chez l'humain, et c'est ça qu'on appelle la phase de latence. Et qu'est-ce qu'on fait pendant la phase de latence? On va à l'école primaire, on apprend plein de choses. On apprend. Alors, là, normalement, chez les primates, après, on se reproduit. Alors, sauf l'orang-outan. L'orang-outan serait le seul animal à avoir une puberté. Parce qu'en fait, l'orang-outan, vous savez, peut avoir une puberté, mais
il a des caractères sexuels secondaires qui arrivent et qui signifient socialement qu'il peut rentrer dans la phase de reproduction en pratique. C'est d'avoir un double menton et d'avoir des poils longs qui poussent sur les bras. Eh bien, il y a des orang-outans qui peuvent stopper l'arrivée de leur caractère sexuel secondaire pendant 5 voire 10 ans. On ne sait pas pourquoi, et une des explications, ça serait que s'il y a un mâle très dominant dans le groupe d'orang-outans, si je deviens nubile, alors il va falloir que je me frite avec le mâle dominant, et vu comment il est, a priori je vais perdre. Et donc du coup, je ralentis, j'attends que le temps passe et que éventuellement il y arrive des trucs, et comme ça, toc, je deviendrai accessible sur le marché de la reproduction vraiment, et du coup, voilà. Alors, en tout cas, c'est une hypothèse. Hein. C'est une hypothèse que les zoologistes proposent. Alors, si je vous dis ça, c'est qu'en fait, chez nous, nous avons la même chose, sauf que c'est pas biologique, c'est sociétal. C'est que, donc, chez nous, la puberté arrive vers 12-13 ans, quelque chose comme ça, et on est nubile vers 15 ans. Mais si déjà, si un de vos enfants à 15 ans a des rapports sexuels, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, c'est un peu jeune, etc. Mais si votre fille est enceinte à 16 ans, c'est un désastre. On est bien d'accord. C'est un désastre. Alors que, tout est étudié pour que ça se passe comme ça. Donc il y a une injonction sociale auprès de nos enfants, quand ils deviennent nubiles, de leur dire « Oui, tout est là pour que tu aies des rapports sexuels et que tu te reproduises, mais nous te l'interdisons. » Pourquoi ? Parce qu'il faut aller à l'école. Il faut aller au collège, au lycée et à l'université. Et c'est quand tu auras fini d'apprendre que tu auras un métier, et là, tu pourras fonder une famille, et ça sera la fin de l'adolescence. Et ça sera la fin de l'adolescence. La fin de l'interdiction de se reproduire, c'est la fin de l'adolescence. Et cette période, elle est horriblement longue. Elle est horriblement longue, et de plus en plus longue, parce que nous avons besoin de jeunes de plus en plus formés pour être de plus en plus performants, pour faire avancer la société. Alors du coup, il se passe des choses très compliquées dans la tête des adolescents, et c'est pour ça qu'il y a une médecine de l'adolescence. C'est parce qu'effectivement, l'humain, dans cette tranche d'âge, est particulier, parce qu'il est victime d'injonctions paradoxales. Alors, je reviens au corps et au sport. Du coup, la relation des adolescents à leur corps, elle est compliquée, à cause de ça. Et comme c'est compliqué parce qu'il y a une injonction paradoxale, hein, non seulement j'ai un corps qui devient grand, fort et beau, mais d'un autre côté, je ne peux pas m'en servir. Quand vous avez comme ça des injonctions paradoxales, ça peut partir dans tous les sens. On appelle ça, en mathématiques, un fonctionnement non linéaire. Ça peut faire une chose et son contraire. Et vous avez ça avec le sport et les adolescents. Vous avez des adolescents qui s'investissent à 300% dans le sport et qui sont ravis de ça, quitte parfois à ce que leurs résultats scolaires s'effondrent. Et d'ailleurs, parfois, on s'investit dans le sport parce que je n'ai pas envie de travailler à l'école, parce que tout le monde me dit qu'il faudrait que je le fasse, et que je sens que j'y arrive pas tellement, je ne vais pas rendre mes parents heureux, et quitte à ne pas les rendre heureux un peu, je ne vais pas les rendre heureux beaucoup. Mais au moins je ferai du sport, et là je vais montrer que je suis quelqu'un, avec mon corps. Et puis à contrario, vous avez des adolescents qui vont faire exactement le contraire. Exactement le contraire, et même le fait de mettre en avant leur corps est quelque chose d'horrible. Et si d'ailleurs je suis gros, et si d'ailleurs j'ai de l'acné, c'est pas plus mal. On appelle ça un par-excitation, et vous devez savoir, en médecine de l'adolescent, qu'il y a des situations de consultation de dermatologie qui sont assez incompréhensibles. C'est que vous avez des parents qui amènent un ou une adolescente avec une acné terrible, qui s'en fichent complètement. Et d'ailleurs, pour un soignant, c'est quand même pas simple. Hein ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, alors, donc chez l'adolescent, effectivement, du fait de l'adolescence et du fait du bazar qu'est le sport et l'activité physique en lien avec le corps, quand on mélange tout, c'est compliqué.
Et alors, en plus, quand il s'agit d'avoir un discours de prévention, c'est encore plus compliqué, puisque vous savez que les discours de prévention chez l'adolescent sont quasiment mission impossible, puisqu'ils sont immortels. Ils sont immortels, et donc si vous leur dites « Attention, il faut faire du sport, parce que comme ça, à 50 ans ou 60 ans, tu ne feras pas d'infarctus », c'est juste inaudible. Ils ne peuvent même pas imaginer qu'un jour, ils auront 50 ans. C'est cognitivement impossible. Donc j'en arrive à la conclusion de ma présentation. Alors oui, le sport est absent de la médecine et il est absent de la médecine de l'adolescent. Il faut dire les choses comme elles sont. Même si vous faites plein d'efforts pour que vos patients fassent du sport, etc. Et j'en suis persuadé. Mais de façon systémique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a une incompréhension sociétale de ce qu'est l'adolescence. Et puis, en plus, il y a une incompréhension complète des limites de la médecine. Que la médecine est structurée autour du soin de l'aigu et du traitement des causes des maladies. Voilà, c'est comme ça qu'on est formé. Hein. Et on sait qu'en fait, il y a un trou dans la raquette qui concerne la prévention et la prise en charge des maladies chroniques. Tout le monde le sait là aussi, hein, c'est comme le sport. Alors, tout le monde le sait et on ne fait rien, donc il y a des résistances. Voilà. C'est notre devoir de savoir gérer les résistances. Et comment gérer les résistances ? Faut être patient et il faut être déterminé. Et donc je vous souhaite bon courage.